Merci pour l'opportunité qui m'est offerte de m'exprimer. Je suis Aboubakar Sanou, doctorant en droit pénal et sciences criminelles. Ma thèse porte sur la cybercriminalité et les compétences internationales en droit pénal avec une approche comparative entre l'Europe et l'Union africaine. Plus précisément, je m'intéresse à la Convention de Malabo et à la Convention de Budapest sur la criminalité. Je tiens à exprimer ma gratitude au professeur Abdoulaye Cissé, recommandé par mon université, à qui j'aimerais soumettre une question. En comparant la Convention de Malabo et la Convention de Budapest, on observe que cette dernière prend en compte les questions de compétences internationales, tandis que la Convention de Malabo ne le fait pas. Par exemple, en cas d'infraction cybercriminelle commise depuis le Sénégal, avec des complices au Burkina Faso, en Guinée et au Togo, sur des victimes en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Libéria, quelles règles de compétences pourraient résoudre cette situation complexe? La Convention de Budapest propose des éléments de réponse partiellement satisfaisants, mais la Convention de Malabo n'apporte aucune solution. C'est une préoccupation centrale de ma thèse que je souhaite partager avec le professeur Abdoulaye Cissé. J'aimerais également établir un contact avec lui, étant donné qu'il m'a été recommandé par notre université. Mais je n'ai pas moyen de le joindre au Sénégal. Je profite de cette occasion pour explorer la possibilité d'effectuer un séjour de recherche au Sénégal. Merci. Merci beaucoup et bonjour Monsieur Sanou. Je prends bonne note si j'ai compris que vous êtes en thèse et que vous travaillez sur les questions de compétences internationales de la loi nationale en matière de cybercriminalité. Je vous adresse vraiment mes félicitations et mes encouragements dans vos recherches doctorales. Il n'y a aucun souci si vous passez par le même canal de l'ASPAD ou du professeur Mamadou Niane. On pourra continuer cette réflexion. Mais pour la question très précise que vous avez posée, on a eu un débat durant les travaux préparatoires où cette question de la compétence internationale a été soulevée et les États qui étaient représentés dans le groupe de travail n'étaient pas favorables à ce que ce soit abordé. Parce que l'Union africaine a une tradition qui consiste à renvoyer les questions de souveraineté nationale aux États. La Convention de cybersécurité, comme vous l'avez vu, n'a même pas prévu de sanctions pour les infractions. Donc la souveraineté des sanctions pénales relève des États. Et cette question de la compétence internationale des lois nationales qui est à cheval entre les deux, comme elle touche la partie sanction, ils ont préféré pour tout cela renvoyer aux États. Donc c'est un élément que j'ajoute à la liste de Boubacar Diallo de tout à l'heure. Dans la mise à jour, ce serait bon de voir dans quelle mesure on aide les États, on les accompagne dans la formulation des sanctions pénales adaptées, parce qu'il faut une démarche d'harmonisation, et également dans la résolution de quelques questions de droit international pénal, comme vous le posez là. Même au niveau de l'Union, du Conseil de l'Europe, ce n'était pas aussi précis que cela. Ce n'est pas parce que les États n'en veulent pas, mais c'est parce qu'ils respectent la souveraineté de chaque État. Il y a beaucoup de spécificités nationales dans la procédure pénale. Et je crois qu'il est meilleur de le laisser tel quel. Moi, je me souviens à l'époque, je plaidais pour l'élaboration de principes directeurs de législation pénale. Et dans ces principes directeurs, on pourrait avoir ces questions de compétences et une échelle de sanctions pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle en droit international les phénomènes de forum shopping, que les gens se disent, voilà, telle infraction est moins sanctionnée dans tel pays que dans tel autre. Donc, je peux même choisir le lieu de commission de l'infraction pour m'en sortir. Ça existe et c'est très développé en droit international pénal. Voilà. Pour le reste, je sais qu'aujourd'hui, en tant que doctorant, c'est vous le spécialiste. On pourra échanger
Vous m'aiderez dans ma mise à jour et puis on réfléchira ensemble. Que pensez-vous de l'hypothèse selon laquelle la Convention de Malabo peut servir pour la mise en place d'un RGPD africain? Si oui, comment cela pourrait se faire? Parmi les raisons qui ont motivé l'élaboration d'une convention africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, le professeur Cissé est revenu sur la nécessité de prendre en compte les spécificités africaines. Alors ma question porte sur l'objet de ces spécificités. Quels ont été les points d'attention qu'il a fallu prendre en compte dans l'élaboration de la Convention de Malabo et quelles sont celles qu'il faudra également prendre en compte dans l'actualisation de cette dernière? D'abord, un RGPD africain, ce que nous pensons important, je ne sais pas comment vous le dire. Il n'y a que là, je ne me censure pas. Il y a une phrase de Victor Hugo qui me vient comme ça en tête. Victor Hugo disait « N'imite rien, ni personne. Même un lion qui imite un lion devient un singe. » Fin de citation. Les Européens choisissent ce qui est dans leur intérêt. Oui, ils sont très proches des Américains, mais ils ont leur spécificité. Ils ne copient pas l'Amérique. L'Amérique n'a pas de RGPD, mais l'Europe a son RGPD. L'Europe a la Convention de Budapest. C'est ça, tenir compte de sa spécificité. Moi, quand je raisonne pour l'Afrique, je peux benchmarker. Mais je ne regarde pas que l'autre a un RGPD, je fais un RGPD. L'autre a tel convention, je fais un... Moi, ce n'est pas mon point de départ. Moi, je pars de l'Afrique. Et c'est ce qui est en relation avec la deuxième question. Je vous réponds en même temps. RGPD, si vous voulez garder le label, ok, why not? Mais on fait plus. Nous, si on veut discuter de Malabo face aux Européens, on amène Budapest, on amène RGPD et on amène d'autres directives et règlements sur les transactions électroniques, sur les paiements électroniques, sur la signature électronique. Nous, on a mis tout ça dans Malabo. Pourquoi? L'étudiante du master qui me pose sur les spécificités, je vais vous donner les spécificités majeures qui ont poussé à cela. D'abord, je prends mon initiative. Nous tous, nous allons déjeuner. Tout à l'heure, par exemple. Mais imaginez que je dise, tout le monde va déjeuner en mangeant ce que j'ai mis dans le menu. Et je ne vous consulte pas. Si je vous dis, mais vous allez, n'est-ce pas, déjeuner, il n'y a pas de problème à ça. Mais certains peuvent l'accepter. Mais d'autres me diront, moi je ne déjeune pas. D'autres me diront, moi je n'aime pas ça, ce que vous avez au menu. Vous avez prévu quelque chose qui vous convient selon vos valeurs, selon vos traditions, selon votre niveau de vie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère manger tel ou tel autre produit. C'est ça, avoir une initiative. Et ça, ce n'était pas prévu dans Budapest ou dans le RGPD. On a tenu compte dans Malabo des niveaux de développement. Vous savez, lorsqu'on traitait de la Convention de Budapest, avant même sa mise à jour, mais il y avait des questions qui, à l'époque, ne nous concernaient pas. On demandait aux États d'adhérer. Mais vous savez que quand on adhère à Budapest, on n'a pas le droit au vote. Parce qu'on n'est pas européen. On n'a pas le droit de proposer des modifications. Donc, on est où? Je vous invite chez moi. Je fais dire à tout le monde que vous êtes chez moi. Mais vous êtes un État de seconde zone, en étant à ma table. Mais on peut rester chez nous. Même si on devait copier littéralement Malabo, on l'aurait fait. Sur certaines questions, on nous dit que vous avez pris de Malabo. Mais c'est aller trop vite en besogne. Malabo a pris des Nations Unies. Il y a des questions qui ont déjà été réglées au niveau des Nations Unies, notamment en matière de données à caractère personnel. On les a transposées. On ne réinvente pas la roue, n'est-ce pas? Mais on peut avoir une marge. On a tenu compte des niveaux de développement économique des États
pour ne pas prendre tout ce qui se faisait au plan international. On a tenu compte du niveau de développement juridique des États. Je vous donne un cas concret que j'ai en tête. La Côte d'Ivoire, le Togo. Quand la Côte d'Ivoire a adopté les textes de la CEDEAO, ils se sont dit, nous n'avons pas les moyens de créer une CDP. On prend notre agence de régulation, on crée un département à l'intérieur qui fera office de CDP. Les gens ont crié, mais c'est ce qui leur convient. Moi, je les respecte. Le Togo, quand ils faisaient le CDP, c'était avec l'ADIE, l'équivalent de l'ADIE, quelque chose comme ça. Ils ont créé une fusion entre 2 ou 3 organismes, avec un département à l'intérieur. Le Burkina a créé une CNIL, la CIL du Burkina. Chacun fait comme bon lui semble. Moi, c'est pourquoi je plaide. Les lois ne sont pas faites pour les hommes. Elles sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. On laisse à chacun la possibilité de dire ce qui l'intéresse, ce qui l'arrange, et il l'applique. Nous avions à l'époque le PARAES, le plan d'action régional africain sur l'économie du savoir. Mais ce PARAES c'était une stratégie pour promouvoir l'économie du savoir. On a intégré ses principales recommandations pour organiser la partie sur le commerce électronique et les transactions électroniques. Et on a pris des Nations Unies, on s'est inspiré de Budapest. Sur la coopération, par exemple, là, comme l'autre l'a rappelé, M. Sanou, les questions de compétences ou autres, les États africains disaient, mais sur cette question, on n'est pas prêt. Ça, si vous l'introduisez, la Convention ne passera pas. C'est ça, tenir compte de soi et de ses spécificités. Il y avait également la question de la progressivité. On se disait, est-ce qu'on a les moyens en Afrique de faire une convention sur chaque élément? Si on doit légiférer sur la cybersécurité, la cybercriminalité, la protection des données, les transactions électroniques, l'une après l'autre, regardez, après 20 ans, on n'a que ça, 10 ans. Parce qu'il faut regarder les 4 ans qui ont précédé. Si on devait le faire, on a un demi-siècle pour avoir ces textes. On se dit, mais d'une pierre, d'un seul coup. Une fois, un délégué du Conseil de l'Europe nous dissuadait de mettre tout dedans. Parce que lui, il ne connaissait que sa cybercriminalité. Il disait, mais qu'est-ce que vous faites avec les transactions, les données? C'est d'autres problématiques. Contentez-vous de ça. C'est ça ce qui l'arrange. Donc, ce qui m'arrange, c'est d'avoir fait avec Malabo d'une pierre 4 coups. C'est une seule convention. Rien n'empêche, dans la mise en œuvre, d'avoir des conventions complémentaires ou beaucoup plus spécifiques. Ça ne change rien. Aujourd'hui, nous constatons une forte focalisation des États sur le développement numérique et la transformation digitale, reléguant parfois la sécurité numérique au second plan. Donc, entre le développement numérique, la transformation digitale et la sécurité numérique, quel devrait être l'ordre de priorité? Faut-il privilégier l'un avant l'autre ou est-il plus efficace de les aborder simultanément? Merci. Ne pensez-vous pas que la communication sur la cybersécurité et l'initialisation des jeunes sur les métiers de la cybersécurité devraient être prises en compte pour le développement du secteur? Merci. Madame Aïcha, je vous réponds à un étage au-dessus. Il y a un postulat scientifique qui dit que la vie et l'esprit sont des processus systémiques. La vie et l'esprit sont des processus systémiques. Être systémique, ça signifie que tout est lié. Tout est lié. Omnia ad omnia. Tout est dans tout. Quand tout est lié, mais vous faites tout ensemble. Regardez là. On est dans une salle à Dakar. Les autres, on ne cherche même pas à savoir où est-ce qu'ils sont. Plus de 200 personnes, ils sont quelque part. Mais on est liés. On écoute la même chose. On interagit sur les mêmes thématiques. Et on le fait tous ensemble.
Tout est lié. L'expert qui est devant nous en train de gérer sa plateforme pour nous enregistrer, s'il arrête, les autres ne nous entendent plus. Qu'est-ce qui est prioritaire? Tout est prioritaire à la fois. S'il était hacké tout de suite dans sa machine, nous aussi on le subit. Donc la transformation numérique est indissociable de la cybersécurité. C'est pourquoi on parlait de confiance et sécurité. C'est les deux piliers. Tout ce que vous lancez comme projet dans le numérique, si ce n'est pas sécure et si ça n'inspire pas confiance, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que ça va vous rattraper, ça ne vous mène à nulle part. Si vous voulez transformer, légiférer, réguler, organiser dans le numérique, faites ce que vous voulez. Les personnes qui dirigent le monde, ce sont les personnes qui ont une perspective systémique. Parce que quand on vous dit la vie est un processus systémique, l'esprit est un processus systémique, qu'est-ce que cela signifie? Je ne parle pas aux juristes, comment dirais-je, de droit positif. Ça, c'est une loi cosmique. C'est une loi qui est inscrite dans l'univers. Tout est lié. Tout. Donc, il faut toujours combiner les deux. Je suis entièrement d'accord et favorable à ce que dans la cybersécurité, on parle des mesures de promotion. C'est dans la Convention. Les mesures de promotion, c'est quoi? C'est tout ce qui est plaidoyer, formation, sensibilisation. La jeunesse a besoin d'être sensibilisée. Les gens pensent aujourd'hui qu'être hyper connecté est quelque chose de bien. À la longue, c'est un drame que d'être hyper connecté. Quand on est hyper connecté, ça signifie qu'on s'est déconnecté du réel, de la vie, de ses proches et autres. Aujourd'hui, vous avez des temps de connexion. Les gens disent que quelqu'un qui travaille en dehors des heures de travail ne doit pas dépasser 3 heures de temps de connexion. Les week-ends, on encourage de plus en plus les gens à se déconnecter des appareils, à ne plus répondre. Il y a des manuels, Savoir vivre numérique, où l'on déconseille de répondre aux mails en temps réel. Ce sont des faits aujourd'hui, parce qu'on voit ce que ça crée comme problème. Des gens qui te disent, voilà, depuis ce matin jusqu'à minuit, et comme il ne veut pas de retard, même avec les notifications, il reçoit un mail à 2 heures du matin, il répond. Mais ça, ce n'est pas une vie. Ce n'était pas fait pour ça. Les gens disent, vous pouvez répondre 2 fois dans la journée, à 10 heures ou à 16 heures. Il n'y a pas de retard. On court. Pourquoi? Le temps réel, c'est un temps continu qui est éternel. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il est là. Donc, on l'utilise. Donc, les jeunes, on doit les sensibiliser à ça. Je voyais avec l'intelligence artificielle un expert qui recommandait en disant une façon de se protéger contre l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il dit c'est de lire 3 livres par semaine pour protéger son cerveau. Vous voyez, ça c'est une disruption. C'est des gens qui l'ont vécu. On a demandé à Steve Jobs, quand il a créé l'iPhone, quel était l'usage de l'iPhone au sein de sa famille? Qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas iPhone. Zuckerberg n'a pas de compte Facebook. On va trouver toujours quelqu'un, un robot derrière qui fait. Parce que toutes les personnes qui réussissent dans le numérique, qui disruptent, qui innovent, qui sont créatives, ce sont de vraies personnes, avec un cerveau authentique, qui n'est pas influencé par la machine, qui vont aller puiser dans le monde réel pour venir partager. Si maintenant votre esprit est totalement pollué par le produit de la technologie, mais le robot ou le botnet devient une menace pour vous. Parce que c'est vous qui vous êtes dévalorisé
pour être sur le même niveau qu'une machine. Mais une machine ne rivalise jamais avec un être humain. Si un être humain a peur de la machine, c'est parce qu'il s'est rabaissé au rang de machine. Toute l'intelligence artificielle se développe, comme je vous l'ai dit, à partir du mental ego, c'est-à-dire à partir de notre hémisphère gauche de notre cerveau, qui est le cerveau analytique, le cerveau logique, le cerveau rationnel. C'est avec ça qu'on peut faire du machine learning, du deep learning, etc. C'est à partir du cerveau gauche uniquement. Le cerveau droit, c'est le cerveau global. C'est le cerveau analogique. C'est le cerveau de la créativité et de l'innovation. C'est ce cerveau-là, de l'hémisphère droit, qui a créé l'IA là. Si maintenant, vous êtes à fond dans l'IA, ça crée quoi? Ça crée une anesthésie de l'hémisphère droit. Et vous devenez comme une machine. Ça, ce n'est pas un progrès pour l'humain. C'est un progrès de business. C'est un progrès de domination, pour celui qui domine, pas les victimes. Mais un être humain normal, souverain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fonctionne avec les deux. C'est le cerveau droit qui est le boss, c'est lui le maître, quand on est humain. Le cerveau gauche, c'est le serviteur. En d'autres termes, s'il y a des gens qui font gestion, le cerveau droit, c'est le cerveau stratégique. Le cerveau gauche, c'est le cerveau opérationnel. Donc aujourd'hui, ce qui se développe, c'est le cerveau opérationnel. Avec tout ce qu'on a dans la révolution numérique. Il y en a, si vous le voyez en neurosciences, on l'appelle le cerveau numérique, gauche, et le cerveau analogique, droit. Donc, il y a une révolution numérique, une révolution qui affecte le cerveau gauche. Ne perdez pas l'autre. C'est là où réside la souveraineté et l'authenticité. Si vous parvenez à développer ça, vous serez prêt. Je vous parle un peu de prospective, une petite parenthèse pour finir. On est subjugué, on est admiratif face à la révolution numérique. Mais la révolution numérique, elle est là pour annoncer une autre révolution. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se faire voir. La révolution arrive lorsque une révolution est bien établie jusqu'à ce qu'elle soit totalement intégrée sur le plan de la civilisation. C'est ce qui est en train de s'accélérer avec l'IA. Le jour où elle atteindra son paroxysme, va se déclencher la révolution analogique, là. Et ce jour-là, toutes ces personnes qui auront troqué leur cerveau droit pour le cerveau gauche ne participeront pas. C'est comme ça que l'univers a toujours évolué. Quand on est passé des Cro-Magnons aux Néandertals et autres, à chaque fois, il y a une partie de la race qui a disparu pour laisser ceux qui avaient upgradé leur cerveau pour pouvoir continuer, jusqu'à l'Homo sapiens qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit tout faire pour préserver l'intégralité de ce cerveau. Pourquoi les gens disent l'IA se développe, allez lire? Oui, allez lire, allez faire de la peinture, allez faire des dessins, allez faire de la pêche, allez dans le monde réel avec les outils de l'IA. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Mais ne les suivez pas de façon aveugle. Le cerveau gauche est connecté à l'œil droit uniquement. Vous savez ça? Le cerveau gauche contrôle toute la partie droite du corps et le cerveau droit contrôle toute la partie gauche du corps. C'est comme ça qu'on est conçu comme être humain. Regardez-vous devant le miroir. Quand vous fixez le miroir, vous regardez vos yeux, il y a toujours un œil plus développé que l'autre. En général, chez les droitiers, vous voyez, c'est l'œil droit qui est développé. Pourquoi il est développé? Parce qu'il n'utilise que l'hémisphère gauche. Et votre œil gauche
se fait tout petit parce qu'on ne le sollicite pas. Un être humain doit apprendre à utiliser les deux. Le cerveau gauche, c'est ce qui vous permet de vous connecter au monde réel. Le cerveau droit, c'est ce qui vous permet de vous connecter au monde invisible. Ce ne sont que des images que vous voyez dans votre tête. Regardez bien. On est à l'ère de la physique quantique. Les bases de l'Internet quantique sont posées, n'est-ce pas? L'Internet quantique, quand il va se généraliser, ça développe le cerveau droit. C'est l'Internet quantique. Parce qu'il fonctionne selon le même registre. Vous voyez le Wi-Fi qui est là dans la salle? Qui voit le Wi-Fi ici, les rayons? Mais vous êtes convaincu que nous sommes sous un nuage de rayons. C'est ça la partie droite. Demain, c'est ça ce qui va se développer. Les gens pourront communiquer sur certaines fréquences par télépathie. Les gens pourront communiquer parce que tout simplement on a activé un élément du cerveau droit qui permet de se passer de ces gadgets. Donc, sensibilisons, parlons dans les milieux de formation et n'ayez pas peur. La peur ne fait pas progresser. Il faut accueillir les problèmes qu'il y a et se dire, mais comment je fais pour bien m'en sortir? Comme disait le président Senghor, une nation ne se bâtit pas sur la trahison par paresse de ses élites. Je vous remercie.